Alors, moi, je suis Élise de l'association Donut Infolab qui porte le projet Hack for Nature avec l'entreprise Natural Solutions. On vous présentera ces structures à la fin. Donc, le Hack for Nature, c'est, comme le disait Vincent, un événement d'une année, organisé essentiellement en virtuel et pendant lequel on essaie de rassembler des citoyens d'horizons, de compétences et d'expertises les plus diverses possibles autour de challenges visant à lutter contre l'érosion de la biodiversité. Notre fer de lance, c'est l'intelligence collective, les nouvelles technologies et l'open source. Alors, on a posé un cadre avec une programmation qu'on va vous présenter après, avec des outils aussi. Donc, un Slack pour pouvoir échanger par écrit. On utilise Jitsi pour faire des visios et se rencontrer. Un Git pour partager nos données. Et alors c'est comme un wiki, le Slide, pour contribuer aussi et faire remonter les avancées sur les challenges. On est parti d'une approche commune à celle du CIB, qui est le besoin de connaissances pour pouvoir agir et partager. Donc ça, c'est notre approche. Je vais un peu vite pour… Désolée Marianne, du coup, qui a préparé les slides, et je vais un petit peu vite. Voilà, donc ça, c'est notre approche. Concrètement, on présente tous les premiers mardis du mois, depuis le mois d'octobre 2020, un nouveau challenge dont on affine à plusieurs la problématique. Et une fois qu'on est accordé sur un constat des enjeux et une piste concrète à développer, les participants s'organisent de façon très libre en équipe ou avec les outils qu'on leur met à disposition ou de leur côté. Nous, on est là, les organisateurs, en tant que support, soutien technique et pour permettre aussi des mises en réseau, permettre de faire avancer les équipes qui ont pour objectif de présenter au moment du congrès de l'UICN en septembre un prototype, une esquisse de solution. Et parmi les objectifs, donc il y a ce but ultime du congrès de la nature, tout en sachant qu'en dans ce temps imparti et vu les sujets abordés, on ne va pas faire des miracles, mais parmi nos objectifs, donc, on a de fédérer une communauté qui soit proactive en faveur du vivant. On veut contribuer à améliorer la connaissance, l'action et le partage des savoirs sur les enjeux de biodiversité et de données. On veut proposer des outils et des solutions concrètes basées sur l'intelligence collective, les nouvelles technologies et l'open source. Rendre visibles des sujets complexes et techniques habituellement cantonnés à certains milieux experts. Appréhender autrement la préservation du vivant à l'heure du tout numérique et permettre de maintenir ou reconstituer des écosystèmes les plus résilients possibles. D'ailleurs, Olivier et Marianne aborderont aussi la question d'une grille d'évaluation et des indicateurs qui nous taraudent aussi pour les challenges et les travaux présentés. Et on a un enjeu assez fort, qui est surtout celui de l'association Donut, qui est de mobiliser des citoyens, et notamment à travers une opération qui s'appelle Le Vivant Surprend, qui est orchestrée par le journal La Marseillaise. Et c'est un jeu photo à destination des lecteurs du journal qui envoient leurs photos au journal. Et des scientifiques de l'IMBE, donc l'Institut méditerranéen de biologie et d'écologie marine, réagissent à ces photos. Et il y a un papier qui sort régulièrement dans le journal, dans la presse, pour sensibiliser les citoyens. Donc, on est sur plusieurs objectifs. Et ensuite, on est censé arriver à tous nos partenaires. La liste s'agrandit un petit peu plus à chaque fois. Et vraiment, merci. Cet événement existe parce que tout le monde s'implique et qu'on est dans une espèce de contribution et de mutualisation pour servir les intérêts de chacun. Tout ça, c'est rendu possible par la région Sud qui nous finance un petit peu, l'UMS Patrinat qui est aussi notre partenaire, et Natural Solutions, évidemment. Donc, je vous dis un petit mot sur le Donut, qui est l'association que je représente, et ensuite je passe la parole à Olivier, le directeur de Natural Solutions. Le Donut, c'est une association marseillaise qui veut promouvoir la philosophie open data, en ce sens qu'elle favorise la circulation des savoirs, le partage des savoirs. Voilà, donc on travaille beaucoup sur de la médiation aux données, sur l'acculturation aux données, et on pense que d'acculturer un maximum de citoyens aux données, qu'il s'agisse de données liées à la biodiversité ou aux autres données,
permettra, favorisera l'empowerment, redonnera un petit peu d'outils dans les mains des citoyens pour être acteurs des enjeux de demain. Voilà. Je me permets juste de faire un petit point que je n'ai pas fait tout à l'heure. Les questions, si vous en avez, vous les mettez dans le chat. On les prendra à la fin, on aura un quart d'heure. Et puis, l'autre point que je n'ai pas dit, c'est que les présentations sont enregistrées. Donc, toutes les personnes qui interviennent sont susceptibles de voir leur image ensuite diffusée. Très bien. Olivier, on te laisse présenter oui. Natural Solutions. Alors, Natural Solutions, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion de données de biodiversité. On a aujourd'hui une raison d'être forte qui est de mettre le meilleur de la technologie au service des acteurs de la biodiversité. Et donc, dans ce cadre, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec Hack for Nature, c'est mettre le meilleur de la technologie et de l'intelligence collective, je rajouterai ça aussi, au service des acteurs de la biodiversité. On a identifié au travers, donc ça fait à peu près maintenant 15 ans que je fais ça, on est une 20-30 salariés, on est à Marseille, sur le Vieux-Port, avec le soleil et le Mistral aujourd'hui. Et donc, on est en partenariat avec le Donut Infolab pour lancer ce grand hackathon qui devait d'abord être un hackathon qui devait se tenir en présentiel et qu'on a passé intégralement en virtuel pour pouvoir continuer le travail parce qu'on est convaincu et persuadé que ce travail doit être mené le plus vite possible pour essayer de résoudre les problèmes liés à l'érosion de la biodiversité. Donc, mobilisation de l'intelligence collective, de l'intelligence artificielle, des sciences participatives, des données de capteurs, donc tout ce qu'on peut éventuellement imaginer pour générer plus de données, pour offrir des moyens d'agir plus pratiquement et pour mobiliser plus de monde autour de ces questions. Voilà. On passe la main à Marianne. Donc, comme vous l'a dit Élise, nous, notre but, c'est de présenter des prototypes au Congrès mondial de l'IUCN qui devait se tenir en 2020, mais qui va se tenir en 2021, et d'évaluer, enfin, d'essayer d'évaluer des challenges pour déterminer un vainqueur. Et le vainqueur aura probablement un prix pour continuer son challenge. Donc, on a en tout 11 challenges qui sont répartis sur 4 cycles différents. Le premier cycle qui porte sur la nuit, ensuite les villes vertes, l'agriculture et la mer. Donc, on va vous présenter tout de suite les 2 premiers cycles qui ont déjà été lancés et pour lesquels les participants ont déjà brainstormé et avancé sur ces challenges. Et dans les 2 autres ateliers, on vous présentera les 2 cycles qui n'ont pas encore été lancés, le cycle sur l'agriculture et le cycle sur la mer. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter les 3 challenges du cycle sur la nuit, le challenge Bug Trap, le challenge Less Light et le challenge Nocturnal Bird Migration. Pardon. Alors, du coup, j'étais en train de vous faire un petit message sur le chat. Si à tout moment, l'un d'entre vous est intéressé par un des challenges, je pense qu'il peut apporter sa pierre ou simplement curieux, mettez votre email dans le chat. On récupérera tout ça et puis on vous inclura la liste. Donc, ça, concrètement, c'est pas non plus énormément de travail. Hein. C'est 2 réunions par mois, le mardi à 17h. On se réunit à peu près tous ensemble et on essaie de faire avancer les sujets. Donc, pour commencer cet enjeu de la nuit, qui me paraissait moi être un enjeu essentiel parce qu'on sait aujourd'hui que cette pollution lumineuse est extrêmement impactante pour la biodiversité. Et deuxième élément important, on sait aussi qu'il suffit, a priori, d'éteindre la lumière, et surtout dans ces phases de confinement et de couvre-feu, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'éteint pas un tout petit peu plus la lumière pour essayer d'éviter cet impact? Donc, on a imaginé 3 challenges. Donc, un premier, qui est une idée qui nous est venue des pays du Nord, nordiques, avec déjà pas mal de travaux qui ont été faits en ce sens-là, un partenariat avec Noé Conservation et puis quelques autres geeks et des entomos. L'idée, c'est de projeter, de faire un piège lumineux avec une lampe à UV et de coupler ça avec un capteur photo. On part aujourd'hui sur le capteur photo du téléphone, tout simplement, pour essayer justement de ne pas avoir un impact en termes de pollution électronique qui soit trop important. Il y a des téléphones Android qui traînent dans tous les
placards, tous les tiroirs des bureaux, un peu tout le monde. Pourquoi ne pas utiliser ces téléphones pour prendre une photo tous les quarts d'heure et d'utiliser aussi la puce 3G ou 4G pour pusher cette photo vers un serveur et ensuite faire de l'analyse d'image avec du deep learning, ce genre de choses. Bon, déjà, constituer un dataset parce qu'on n'en est pas encore là, hein, on n'a même pas encore vraiment prototypé l'objet. On a eu plusieurs réunions. Il suffit en fait d'une rampe de LED et d'un power bank assez low cost ou environ 30 €, sortir un dispositif si vous êtes susceptible de laisser votre téléphone dehors toute une nuit. Donc ça présente un intérêt majeur, c'est de pouvoir collecter beaucoup plus de photos, constituer cette banque de photos de papillons de nuit et d'ensuite de pouvoir imaginer, entraîner ces algos pour faire de la détection individuelle sans aller jusqu'à l'espèce, mais peut-être en allant simplement jusqu'à la famille. On aurait un dispositif qui serait fun, ludique, citoyen et en plus qui apporterait de la connaissance scientifique. Arrêtez-moi à tout moment, hein, s'il y en a un qui trouve que c'est nul ce que je raconte ou absolument génial, ce que je préférerais d'ailleurs. Vous pouvez dire, il est génial cet homme-là. Alors, deuxième challenge, c'est un challenge beaucoup plus orienté. L'idée, c'était la problématique qui était posée, c'est comment est-ce qu'on va travailler sur cette pollution lumineuse. Pas nécessairement en faisant de l'acquisition de données de biodiversité, mais en proposant des outils de recommandation pour les acteurs du territoire, que ce soit les communes. Bon, on voit que les PNR ont déjà fait des stratégies trame noire, etc. Mais en tout cas, dans les communes, c'est des choses qui sont très peu connues, pas encore vraiment appréhendées. Et on a un partenariat avec les équipes d'OpenStreetMap qui ont extrêmement bien travaillé et qui ont pu cartographier très rapidement en mobilisant l'open data des différentes villes, ont pu faire des cartos assez impressionnantes sur différentes villes de la pollution lumineuse au niveau du lampadaire individuellement. Et on pourrait imaginer, c'est dans les projets, dans les cartons, que l'on annote très finement le type de lampadaire en fonction de l'impact qu'il a sur la biodiversité. Donc, si le lampadaire éclaire le ciel ou s'il éclaire le sol, et d'arriver comme ça à une cartographie en mélangeant éventuellement les données de biodiversité issues d'un ABC ou d'une stratégie TVB urbaine pour pouvoir faire des recommandations pour éteindre certaines rues, certains lieux. Donc, la toute dernière nouvelle qui est apparue il y a à peu près 15 jours, c'est que la ville de Marseille a libéré ses données de lampadaires. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui de faire une cartographie très fine de la pollution lumineuse à l'échelle d'une grande ville. C'est idem pour Paris. Donc, il y a pas mal de monde qui avance dans ce sens-là. Je me permets de vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Troisième enjeu, très gros enjeu, l'enjeu de la migration nocturne et de la bioacoustique. On est en partenariat avec Biophonia, une petite start-up qui travaille sur la bioacoustique et qui font de l'intelligence artificielle pour la détection individuelle d'oiseaux en migration nocturne. Donc là encore, ça peut générer des grandes quantités de données. Les ornithologues passent toute leur journée à écouter toute leur nuit et à noter finement les séquences audio. Donc là encore, l'IA peut apporter énormément de choses et on a tout un pan de connaissances qui s'ouvre à nous, puisque finalement les données de migration nocturne sont relativement peu utilisées ou peu généralisées. Voilà, je m'arrête pour moi. Je passe la parole à quelqu'un d'autre, à Marianne. Donc, je vais terminer en vous présentant très, très rapidement le cycle sur les villes vertes, qui comporte 3 challenges qui ont été lancés depuis janvier. Le premier dont je vais vous parler, c'est le challenge Detect Trees. Donc, on est parti du problème que pour verdir des villes, il faut déjà connaître le patrimoine arboré existant pour bien réfléchir au niveau des plantations, donc au choix des espèces et aux lieux à végétaliser. Et pour faire en fait ces choix, ils ont généralement les gestionnaires d'espaces verts ont besoin d'un inventaire qui est en général réalisé de manière
manuel, ce qui fait que c'est assez long et fastidieux et pénible pour les gestionnaires qui en fait recherchent de nouveaux outils pour les accompagner. Et donc ce challenge, ce serait de fournir un tel outil, un outil qui pourrait en fait détecter les arbres à partir d'images satellites via notamment de la notation participative en entraînant des algorithmes, et ensuite pousser de plus en plus loin l'outil pour avoir une connaissance fine de ces arbres et l'insérer dans un logiciel plus large de diffusion, comme par exemple l'outil Ecoteka, qui est développé notamment par Natura Solutions et dont Manon Trédoux pourra vous parler si vous avez des questions. Tout ça pour automatiser cet inventaire, gagner du temps et en compétences et en qualité dans les projets de verdissement. Ensuite, un challenge qui est beaucoup moins technologique, mais beaucoup plus qui fait appel au sentimental, c'est le fait qu'on puisse se rendre compte que les arbres rendent des services et contribuent à notre bien-être, mais on s'interroge parfois peu à leur bien-être. Et c'est pourquoi ce challenge est plus, on va dire, sentimental. Il vise en fait à une meilleure prise en compte des besoins physiologiques de l'arbre et de leur bien-être via la création d'un kit pédagogique pour un atelier de médiation scientifique sur le thème de l'arbre, où en fait les enfants seraient guidés et adopteraient un arbre et donneraient en fait sur une cartographie open source des informations sur cet arbre, par exemple son espèce, son âge et également les blessures ou les contraintes auxquelles il est soumis, par exemple peu d'espace ou des blessures générées par des utilisateurs comme par exemple des blessures de voiture, avec un objectif général de reconnecter finalement des jeunes à leur nature et qu'ils se soucient du bien-être. Donc, c'est un challenge qui est beaucoup moins technologique, mais qui tient quand même à cœur et qui a aussi une portée qui pourrait aller plus loin en incluant, par exemple, des familles dans ce challenge. Et pour terminer rapidement, le challenge Lichens Go. Alors, le challenge Lichens Go part en fait d'un atelier de sciences participative qui est fait par l'Université de la Sorbonne dans le cadre de Particitae, donc, qui est en fait sur un observatoire des lichens. Et donc, ils ont généré des données qui ont été mises en open data, qui sont sous forme finalement de tableaux Excel. Et on s'est dit comment on pourrait représenter plus facilement et de manière plus ludique ces données. Et donc, est venue l'idée de faire des data comics sur en même temps les indicateurs qui vont être générés à partir de ces données et en même temps sur la démarche de sciences participative qui a été mis en place justement dans le programme Lichens Go avec le but d'obtenir de nouvelles méthodes de médiation scientifique sur des espèces peu connues comme les lichens. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions. J'imagine que vous devez en avoir plusieurs sur tous nos challenges. Oui, bah donc je vous remercie pour cette très belle présentation. Voilà. Ah. Merci. Donc, du coup, comment ça fonctionne maintenant? On va prendre les questions qui sont dans le chat. Une fois qu'on les aura passées, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main. Donc, vous utilisez la réaction en bas, vous levez la main et là, je vous passe directement la parole. Mais on va prendre en priorité les questions qui sont dans le chat. On a 10 minutes. Alors, on prend en priorité les questions qui demandent des précisions sur ce qui a été dit. Donc, il y en a une qui porte plutôt sur la techno. Si je ne me trompe pas, ça doit être sur Less Light et les trames noires. Et elle porte sur les orthophotos avec les prises de vue nocturnes. Alors, est-ce que vous les utilisez? Puis, j'imagine qu'il serait aussi intéressant de savoir comment vous les recoupez avec le système plus déclaratif et participatif que vous êtes en train de mettre sur place ou que vous souhaitez. J'ai le son ou pas? Oui. Oui, oui, c'est une autre approche. Effectivement, il y a énormément de gens qui ont travaillé sur les orthophotos et sur l'imagerie satellite. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin, vraiment sur du déclaratif, sur du poteau, mais pouvoir croiser ça aussi avec de la donnée arbre pour être vraiment dans le détail. On se rend compte que il y a des problématiques liées au renouvellement, des LED, etc. Et que, en général, les cartographies des villes sont assez partielles et il manque d'informations sur le détail effectif du dispositif qui a été posé. Donc, voilà, on est dans une approche qui est beaucoup plus fine et qui est vraiment basée sur la data individuelle. Voilà. Effectivement, ça serait intéressant de pouvoir croiser ça avec de l'orthophoto pour démontrer qu'il manque de l'information et peut-être, comme on le fait sur Detect Trees, détecter les lampadaires à partir de photos de nuit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a investigué. Mais on est partant si vous voulez nous aider là-dessus.
complètement. Toujours pareil. Alors, sur un sujet finalement assez proche, hein, la question qui suivait portait sur OpenStreetMap en tant qu'outil de cartographie simple, ludique et participatif, gratuit et open source, qui pourrait être plus utilisé dans la cartographie des écosystèmes. Alors, je rebondis dessus, mais aussi sur cette notion de open source, évidemment, et de participatif. On voit bien là ici cette idée qu'on peut faire des modèles, mais faire remonter de la vraie info du terrain, c'est aussi super utile. Alors, pour ce qui est d'OpenStreetMap, pour la cartographie des écosystèmes en termes de milieux, c'est ça, je voulais annoter potentiellement des milieux. Il faut savoir que donc, sur OpenStreetMap, on a un terme un peu barbare, ça s'appelle une ontologie ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de données fixe. On peut très bien enrichir le modèle de données d'OSM pour y rajouter de la notation plus fine. Donc, je pense que la communauté OSM pourrait être intéressée par un projet ou en tout cas des recommandations pour aller un petit peu plus loin dans la cartographie des zones qui sont pour l'instant définies comme étant soit en gros soit forestières, soit végétalisées, enfin, en culture, quoi, voilà. Et qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à réfléchir. Mais là encore, il faut aller dans une taxonomie qui ne soit pas trop complexe pour qu'un contributeur ne sache pas créer cette annotation. Donc, il faut rester dans quelque chose d'assez facile à faire et assez facile à voir à partir de l'image Bing, hein, principalement. Mais effectivement, pouvoir faire des cartographies de végétation qui soient intéressantes pour les écologues et qui mobilisent la communauté OSM avec une taxonomie assez simple, je pense que ça serait vraiment intéressant. Ouais. J'ai répondu à la question ou pas vraiment, je ne sais pas. Je pense que oui. Alors, n'hésitez pas à faire remonter vos questions dans le chat ou à lever la main, parce que du coup, le reste, c'était surtout des informations qui peuvent vous concerner si vous voulez aller plus loin. Alors, moi, du coup, j'ai pas mal de questions aussi à poser. En particulier, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle dans ce que vous annoncez. Il y a bien cette idée finalement de rassembler de la donnée et puis après de la valoriser, d'en faire quelque chose. Et cette idée d'algométrie ou aller chercher des choses qu'on ne faisait pas avant, il y a là derrière. Comment est-ce que vous imaginez que les données du SIB peuvent vous aider dans ces analyses? Donc pour ces projets et peut-être aussi un petit peu au dehors. Alors, on a parlé, je ne sais pas si vous savez, mais on est à l'initiative de INPN Espèce, de l'application, et donc Dépôt Bio, non, OpenOps, non, l'autre, encore une autre, la plateforme d'annotation participative des photos. Donc, effectivement, on y a réfléchi plusieurs fois avec Thomas et avec Laurent pour faire tourner des algos autour des jeux de données annotées, donc des photos annotées prises par INPN Espèces, pour faire de la détermination d'espèces. Mais en fait, il s'avère que là-dessus, les Américains sont quand même très avancés. Ils sont allés beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus vite. Et donc, je dirais que l'identification à l'espèce, on n'arrivera probablement pas à faire mieux que eux, que iNaturalist, SIC et consorts. Et que du coup, enfin, on a le très beau projet en France, PlanteNet, on peut s'en féliciter. Mais en tout cas, sur de la détermination individuelle d'espèces, voilà, on n'est pas vraiment sur ce sujet-là, même si le dataset de l'INPN, pour moi, avec photo, c'est un dataset qui mériterait d'être communiqué à la communauté de l'intelligence artificielle pour voir si eux, ils peuvent en faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, oui, alors, ça se ferait peut-être en deux temps. C'est-à-dire d'abord constituer un dataset, ensuite les communiquer sur les plateformes type Kaggle, etc. Et ensuite laisser les data scientists s'en emparer et voir si eux, ils arrivent à surentraîner leur algo. Je parle un peu chinois là, non? Alors, on a la détermination des espèces, certes, mais on a aussi le projet Detectrice qu'on voit là, avec cette idée de repérer des arbres sur les territoires et puis après
derrière, peut-être de la computer vision ou des choses qui permettront d'étendre ce jeu de données. Alors moi, ce qui va m'intéresser aussi là-dedans, c'est que dans ces projets, vous allez rassembler de la donnée, vous allez créer des nouveaux jeux de données. Comment est-ce que vous comptez les diffuser et les mettre à disposition? Si c'est possible de laisser la parole à Manon Frédou, qui porte le projet Detectrice, je pense qu'elle parlera très bien justement de son projet, si c'est possible. Alors, il aurait fallu qu'elle lève la main pour que je puisse la… Manon, peux-tu lever la main, s'il te plaît? Mais normalement, je peux me démuter toute seule, Ah, je voilà, crois. parfait. Eh ben, génial. Voilà, je m'autorise à prendre la parole. La question, c'était sur comment on allait diffuser les données, il me semble. Sur le projet Detectrice, il y a 2 manières de diffusion de la donnée qu'on aimerait mettre en place. Déjà, il y a un rapport très fin avec OpenStreetMap, donc cette cartographie ouverte. Donc le but, c'est que les données qui soient produites soient recontribuées sur OpenStreetMap pour enrichir cette carte. Et donc ensuite, reprendre les données sur le projet qu'on mène à Natural Solutions qui s'appelle Ecoteca. J'ai vu que Olivier avait mis un petit lien. Et donc, Ecoteca, aujourd'hui, en fait, juste on extrait les arbres, enfin pour la partie en tout cas grand public, on extrait les arbres d'OpenStreetMap pour pouvoir les afficher et du coup avoir vraiment cette carte des arbres du monde entier. Et donc, cette donnée. Et aujourd'hui, la plupart des points sont pas très qualifiés. Donc, on sait où sont les points, mais par contre, on ne sait pas forcément l'espèce et on n'a pas d'informations sur les arbres. Et donc, on espère, avec ce projet Detectrice, pouvoir aller plus loin et pas juste avoir des points où on dit il y a un arbre, avoir des points où on dit il y a un arbre et cet arbre, c'est telle espèce, il mesure telle hauteur, telle circonférence. Et si on arrive à avoir ça, on pourrait imaginer plein de choses, comme par exemple la mise en valeur automatique de certains services qui sont offerts par nos arbres. Donc plein de choses à imaginer derrière ce défi. Et voilà, juste pour redire sur la donnée, le but c'est qu'elle soit ouverte et qu'elle soit accessible sur des outils ouverts comme OSM. Alexandre, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Je propose de prendre une dernière question. Je voyais que Gaël de Ronzier levait la main. Oui, merci. Bonjour à tous. En fait, moi, depuis ce matin, on parle beaucoup de données, de l'importance de la donnée, de la rendre accessible, de la rendre compréhensible. Mais alors, au niveau de tout le monde n'a pas la culture de la donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait pas imaginer un défi, justement, pour faire en sorte qu'à travers ce défi-là, eh bien, on augmente en connaissance sur la culture de la donnée. Alors, je veux bien vous répondre, si c'est possible. Merci. Je vais vous répondre. Je vais juste rebondir sur ce que disait Manon pour vous dire que notre partenaire à la région, c'est le service Smart Région qui s'occupe de la plateforme DataSud. Et donc, évidemment, toutes les données produites pendant le Hack for Nature seront aussi sur la plateforme DataSud. Alors, moi, j'aime bien votre question parce que c'est Gaël, c'est ça? Oui, j'aime bien votre question parce que moi, comment dire, je suis aussi une très nouvelle dans la culturation aux données et du coup, j'ai pour mission de veiller à ce que ces hyper experts de la donnée ou de la biodiversité ne restent pas entre eux et que leur travail puisse aussi être accessible. Et par exemple, Marianne évoquait un des challenges avec un jeu de données qui est ouvert sur les lichens. C'est le jeu de données du projet Lichen Go. Et dans nos challenges, il n'y a pas que des réponses hyper high-tech, on a des réponses low-tech, comme sur ce challenge des lichens. L'idée, avec des infographies, des data visualisations, c'est d'arriver à traduire la complexité qu'il y a dans ce fichier Excel, c'est de rendre l'information accessible. Ça, c'est vraiment un de nos enjeux. Et dans toute la communication qui est faite, dans le travail, dans l'excellent travail de notre stagiaire Marianne, aussi de vulgarisation des challenges, qui sont donc dans notre dossier de presse et sur notre site internet. Il y a un gros travail de rendre accessible. Donc, et c'est surtout rendre accessible la problématique à chaque fois. Et le fait d'être de multiples acteurs autour de la table, c'est-à-dire que des gens très experts ou très techniques, d'autres qui sont plutôt sur du low-tech ou sur d'autres approches, le fait que ces gens-là communiquent, c'est déjà aussi un premier pas vers une meilleure acculturation
il ne faudrait pas que ça nous bloque effectivement dans le fait de pouvoir avancer. Donc, d'être mélangé, c'est un petit peu dur au premier abord pour se comprendre, mais ça permet ça aussi dans le temps. Merci. Pour revenir sur j'adopte un arbre, c'est tout simple. On va demander aux écoliers de dessiner à la craie au pied de l'arbre. Ah, c'est plus ça? Non. Bon, c'est plus ça. Pour ça Non, changer. ce que l'équipe de Adopte un arbre va faire, c'est de proposer un kit méthodologique, donc en open source, à destination des enseignants pour pouvoir répliquer des ateliers alors, ou dessin à la craie, comme tu dis, Olivier, ou d'adoption d'un arbre dans leur quartier, mais un kit qui tienne compte aussi de chaque milieu dans lequel l'école se trouve. Et donc, pour cela, Héloïse Pau, qui est la paysagiste qui porte le projet à Toulouse, s'associe aussi avec d'autres paysagistes à Marseille ou dans d'autres villes. Et ils réalisent ensemble, de façon collaborative, ce kit, cette mallette pédagogique. Et c'est ça, comment dire, le fameux prototype. Donc, c'est très, très low-tech. Et c'est là, sur les données, il y aura un tout petit peu de vulgarisation et c'est surtout très pratique, quoi. Là, on est dans l'acculturation aux données, proprement parler. Alors, je court-circuite pour juste refaire une petite intro, vite fait, du Hack for Nature. On s'est organisé comme ça, Alexandre, t'inquiète pas. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, le Hack for Nature, c'est un événement qui est organisé pendant une année en virtuel et qui vise à agréger des citoyens d'horizons, de compétences et d'expertises très différentes autour de challenges qui visent à lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc, comme on est dans un cadre un petit peu particulier d'intelligence collective, les intervenants sont là sur ce cycle de projets, de challenges liés à l'agriculture, sont des personnes avec qui on échange justement dans le cadre du Hack for Nature et qui vont vous présenter des projets qu'elles mènent de leur côté et autour desquels on essaie de faire des passerelles pour voir comment le Hack for Nature peut contribuer, comment chacun peut contribuer au projet de l'autre. Donc voilà, on a choisi une personne par challenge, mais les équipes sont en train d'être constituées et en gros, les problématiques telles qu'on les a identifiées méritent encore des temps d'intelligence collective et tous ensemble pour faire évoluer le challenge. Donc, ce que vous allez voir là, c'est surtout une présentation aussi du travail d'Éloi, du travail d'Élie et du travail d'Arnaud. Je vous laisse la parole, donc chacun, Éloi, pour présenter ton projet, je crois, sur le Club Agatha, ou je ne sais pas ce que tu… Et puis ensuite, on peut échanger ensemble ou avec les questions que les participants au séminaire se posent. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais faire très vite pour la présentation de Noé. Donc, vous avez déjà entendu Noé pour le projet Bug Trap, dans lequel on s'est investi aussi. Enfin, c'est en l'occurrence des collègues d'un autre programme de Noé qui s'en était chargé. Moi, je m'appelle Éloi Pailloux, je travaille pour le programme Biodiversité agricole, qui porte bien son nom. On essaye d'essayer d'accompagner les acteurs des filières agroalimentaires vers une plus grande prise en compte de la biodiversité dans leur cahier des charges et dans leur approvisionnement. Et à travers un club qui s'appelle donc le Club Agatha, on fédère aujourd'hui 7 acteurs de filière. Donc, ça va du gros industriel à certaines structures coopératives un peu plus petites. Ce sont des structures et des acteurs qui ont le souci de bien faire pour la biodiversité. Et on a construit avec eux une collection de 14 indicateurs de biodiversité qui doivent les aider à mieux comprendre comment les agriculteurs qui travaillent pour eux peuvent avoir un impact sur la biodiversité et essayer d'un petit peu mieux savoir un petit peu comment se porte cette biodiversité sur les parcelles de ces exploitations agricoles. Donc ces 14 indicateurs, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Ils commencent à être assez rodés, on les a testés, expérimentés. Aujourd'hui, il y a plusieurs de nos adhérents qui les travaillent de manière intégrée dans leur chaîne d'approvisionnement. Et en fait, l'opportunité qu'on voit, nous, dans le hackathon, c'est de mettre à disposition peut-être ces indicateurs-là et l'expertise qu'on a développée autour. Et on se dit qu'en retour, on peut peut-être rencontrer des acteurs peut-être un peu plus habitués à jongler avec la data et à la faire parler, comme j'ai entendu dire ce matin, dans le sens où nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Et quand on a 14 indicateurs, il y a beaucoup de données qui rentrent et beaucoup de données qui sortent. Et il faut les faire parler, encore une fois, il faut les traiter, les
voilà, s'assurer que les agriculteurs ne soient pas dépossédés de leurs données, qui ont une valeur aussi. Donc, en fait, ce que l'on recherche, entre guillemets, c'est un petit peu la compétence data, et ce que l'on apporte, c'est l'expertise biodiversité. Et donc, on se dit, je vois que les deux challenges, enfin les 3 challenges, mais nous, on pense qu'il y en a 2, en particulier le 7 et le 8, dans lesquels on pourrait éventuellement apporter notre expertise et puis éventuellement créer de la synergie pour aussi profiter des compétences des autres. Voilà, je pense que j'ai à peu Merci, près Éloi. été Merci rapide. beaucoup. Vas-y, Marianne. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a enseigné assez vite. Je vais vite préciser, parce qu'en fait, on n'a pas présenté les challenges tels quels. Donc, que Éloi intervient plutôt dans le challenge 8, qui est le challenge Can I Eat? Désolée, en fait, on était censé le présenter une fois, mais bon, au cas où, je vais le présenter au cas où. Donc, le challenge Can I Eat, ça vient d'une volonté d'informer. Le 7 et le 8, effectivement, on a fait l'impasse, mais n'hésite pas à commencer par… Ouais, donc, Éloi intervient plutôt dans le cadre de ce challenge qui vise à fournir une information sur les impacts environnementaux des produits de consommation. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait notre partenariat, également avec Envolvert, qui travaille, eux, sur l'empreinte forêt. Donc, voilà. Donc, au cas où si… Attends, est-ce que tu… Alors, oui, Élie va intervenir juste après pour parler de ce challenge. Donc, juste, si tu veux bien nous réexpliquer le challenge 7. Là, on a 3 challenges dans le cycle agriculture. Effectivement, les travaux des lois sont assez transversaux. Et le challenge qu'on va lancer ce soir, d'ailleurs, c'est Food Web for agroécologie, juste avant Can I Eat. Oui, on va reprendre du coup le bon ordre. Désolée, on n'a pas bien suivi l'ordre que moi j'avais établi, mais c'est des choses qui arrivent dans des événements en live. Donc, effectivement, la collaboration peut être une passerelle au niveau des 2 projets. Donc, on va reprendre ces projets que vous attendez. Donc, le Challenge Food Web pour agroécologie, c'est en fait part du problème qu'on a énormément d'interactions biotiques qui influencent la viabilité agronomique des agrosystèmes et qu'on n'a pas forcément d'outils, de recommandations pour favoriser ces interactions et qu'en fait, on a pensé qu'il existait de nouvelles méthodes de modélisation qui pouvaient permettre justement de représenter ces interactions, notamment grâce à la théorie des graphes et grâce aux bases de données graphiques qui sont justement capables de gérer des informations qui sont très interconnectées, comme c'est le cas pour les interactions biotiques. Et on pourrait en fait utiliser cette base de données pour fournir des recommandations, aussi bien pour identifier des espèces qui seraient manquantes dans le réseau ou, par exemple, identifier des espèces compagnes ou des auxiliaires de culture pour la lutte biologique. Donc, c'est des challenges qu'on lance, notamment ce challenge, on va le lancer ce soir à 17h. Donc, on cherche encore les passerelles entre les besoins et ce que nous, on propose. Et c'est notamment ce qu'on retrouve dans le cadre de cette collaboration avec le Club Agatha, qui fait aussi… partage aussi des points communs avec le challenge Can I Eat. Donc, on essaie de travailler ensemble sur ces 2 challenges. Ouais. Alors, du coup, on s'est un petit peu, comme on a contrarié l'organisation d'Alexandre et du coup, celle de Marianne, l'idée, c'était de faire 10 petites minutes sur le challenge réseau trophique avec la participation des lois et ensuite qu'on échange dessus. Et donc là, je ne sais pas si on se fait un temps de questions maintenant ou si on enchaîne directement avec la présentation d'Élie qui est raccordée à ce challenge-là. Et ensuite, avec le 3e challenge et une 3e présentation et qu'on fait un pôle de questions à la fin. Je crois qu'on s'est tous un petit peu… Alexandre, on ne t'entend pas? Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de finir la présentation du 8, du challenge 8. S'il y a des questions, on les prend. Ouais. Et puis après, on repart du coup à 15h20 pour 10 minutes sur le dernier challenge qui va nous rester, le challenge 9. Ça vous va si on fonctionne comme ça? Ça marche. Ok. Donc, sur le challenge 8, peut-être nous rappeler la problématique rapidement et puis prendre des questions? Et enchaîner avec Élie qui est là de Envolvert parce qu'on Voilà. on a commencé, on a eu une petite réunion déjà autour de ce challenge et autour du travail d'Élie. Donc, je propose qu'on laisse la parole peut-être à Élie
et qu'ensuite on passe sur des questions? Bah, je peux essayer de faire vite, histoire de vite Ouais. enchaîner sur les questions pour qu'on puisse aussi répondre potentiellement à celles sur le challenge numéro 7 et sur le travail des lois au Club Agatha. Donc, moi, je travaille au sein de l'association Envolver sur des questions de déforestation importée et de déforestation dans le monde, qui sont fortement liées à nos consommations, on va dire, dans les pays du Nord, donc l'Europe notamment, et en France. Pour sensibiliser les citoyens à ces problématiques-là, donc l'impact de nos consommations sur les forêts. On a mis en place un outil qui s'appelle l'empreinte forêt, qui permet de mesurer une surface détruite de forêt, généralement. Ça peut être aussi d'écosystèmes semblables, on va dire, tel le Cerrado au Brésil, détruite par nos consommations de 8 matières premières, donc huile de palme, soja, viande bovine et d'autres, café, cacao par exemple. Voilà. L'objectif, c'est d'augmenter cette sensibilisation des citoyens via des animations. Et l'une de ces animations, ça serait de présenter l'empreinte forêt spécifique d'une centaine de produits. Donc, faire une différenciation au niveau du produit. Et pour faire cette différenciation de l'empreinte forêt au niveau des produits, on a besoin d'informations spécifiques telles que des cahiers des charges, des garanties environnementales prises par les entreprises ou lors de la création des produits. Donc, c'est là-dessus qu'on aurait besoin et qu'on participe au Hack for Nature pour faire, comme il est écrit sur la slide, une chasse aux données sur une centaine de produits pour aider à calculer ensuite l'empreinte forêt spécifique des produits et donc sensibiliser, on va dire plus précisément, les citoyens sur l'impact de leur consommation. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vais essayer d'être un peu rapide. Ça va pouvoir passer aux questions. Oui, merci. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'on a des personnes qui aimeraient directement poser la question? Dans ce cas-là, vous levez la main virtuellement. Ouais, tout le monde est un peu perdu. En effet, on va essayer ensuite vraiment de faire un challenge et puis les questions. Ou sinon, on fait tous les challenges en bloc et puis on pose les questions parce que sinon, on risque de ça risque de bloquer. Moi, je me posais justement la question sur le challenge 8. Il existe déjà des applications qui vont fournir des données. Alors, j'imagine que c'est plutôt sur les informations par les producteurs, les industriels, qui vont fournir des scores, Nutri-Score, mais aussi un petit peu plus loin des avis sur l'impact environnemental. Moi, ce que je vois, c'est que dans ces deux challenges, ça va plus loin parce qu'il y a cette idée de vraiment de faire le lien et de vérifier la position ou de donner à voir la position du consommateur dans ces réseaux, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient finalement environnementaux. Est-ce que c'est bien ça l'idée finalement? Ma question vous a encore plus perdu que ce que vous ne l'étiez. Non, mais Elie, oui, effectivement, il existe des applications de type Yuka, etc. Donc, Yuka se base sur une base de données qui s'appelle Open Food Facts, qui est une base de données ouverte, sur laquelle, si je ne me trompe pas, Elie et Envolver ont collaboré avec Open Food Facts pour enrichir cette base d'informations. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut fournir de manière synthétique à un consommateur un score d'impact biodiversité. Et donc, le premier travail d'Envolver, ça a été de travailler sur un impact forêt. Si je ne me trompe pas, Elie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on aimerait réfléchir à comment aller plus loin pour vraiment donner un score global à notre alimentation en termes d'impact biodiversité, de la même manière qu'on a aujourd'hui un Nutri-Score et très récemment un Eco-Score qui vient de sortir, qui est plutôt orienté, là encore, très climat, etc., déchets. Et on voit encore que la biodiversité, c'est un petit peu le parent pauvre de l'environnement. Donc, on a besoin de vous tous, pour réfléchir avec nous à comment promouvoir un Biodiversity Score qui soit le plus réaliste, le plus communicant possible, pour qu'on privilégie des aliments qui sont le moins impactants. Voilà, en deux mots. Et Elie pourra peut-être compléter, puisque c'est eux qui ont fait ce travail superbe sur un début d'impact forêt, mais on pourrait aller plus loin effectivement sur les poissons, sur l'agriculture, sur tout un tas de choses. Elie, peut-être?
Oui. Je ne sais pas trop comment compléter ce qui a déjà été dit, mais oui, on a en effet participé en partenariat avec OpenFact sur la mise en place de l'indicateur qui est actuellement développé, donc spécifique aux forêts, pour notre impact sur ces forêts-là, qui vise à compléter justement ces manques-là sur les indicateurs déjà existants, donc comme ceux qui ont été mentionnés, notamment l'éco-score. Et l'objectif, surtout nous premiers, c'est pour essayer de répondre à vos questions, c'est bien de faire le lien, notamment avec la consommation des citoyens. C'est ça notre objectif premier, c'est-à-dire d'augmenter cette sensibilisation-là, de diffuser au maximum notre outil pour que, on va dire que si une personne fait un changement de consommation, ça va avoir un impact. Et si énormément de personnes font le changement, c'est là où on va réellement atteindre un changement. Donc l'objectif, c'est d'atteindre une masse critique qui favorise ce changement-là. Et pour ça, il faut qu'on diffuse l'outil au maximum. Donc via des applications telles OpenFact ou MyLabel aussi, avec qui nous sommes en partenariat, mais via des animations plus physiques, si on rêve un jour qu'elles reprennent en présentiel, notamment lors du Congrès mondial de la nature. Alors, j'ai deux... Oui. Ouais. Si vous voulez voir, il y a une question à laquelle je réponds aussi. Là, dans Yuka, l'éco-score est déjà présent. Et donc, sur les glaces Häagen-Dazs que je mange avec mon fils, c'est pas moi, c'est mon fils, l'éco-score est faible impact. Donc, tout va bien. Mais par contre, le Nutri-Score est 31 sur 100, très médiocre. Il ne faut pas tout avoir. Donc, on pourrait rajouter, enfin, il faudrait imaginer un troisième onglet qui soit peut-être aussi, ou en tout cas dans l'éco-score, enrichir ça avec un score biodiversité. Voilà. Et je vais rebondir directement pour répondre aux questions qui sont dans le chat, si je peux me permettre. Alors, sur la dernière, pour lutter contre la déforestation et favoriser les circuits courts, alors, forcément, il y a plein de solutions qui existent pour lutter contre la déforestation. Malheureusement, actuellement, il y a des réalités, on va dire, qui font qu'on est obligé d'importer une partie de notre alimentation indirectement, notamment le soja pour nourrir tout ce qui est élevage. Donc, dans les solutions, il y a forcément le circuit court, la réduction d'une certaine partie de notre consommation, mais il y a des impacts qui sont, on va dire, un peu cachés et indirects et qu'il faut montrer, on va dire, que les gens ne connaissent pas forcément directement. Donc forcément, on est pour favoriser les circuits courts et la propagation de la biodiversité sur les territoires. Mais il faut aussi présenter actuellement les problématiques, on va dire cachées un petit peu, pour sensibiliser un maximum de personnes à ces problématiques-là. Alors, se pose aussi la question, je vois que Olivier Rovellotti demande si Yuka dit bien sans huile de palme. Il y a aussi la question après qui vient derrière, c'est l'origine et la validation des données. Hein. Donc, c'est là où on retombe sur l'intérêt d'avoir des structures comme le SIB, justement. Alors, effectivement, qui aujourd'hui ne font pas cet indicateur-là en particulier, hein, mais qui peuvent donner à voir sur les méthodes et leur reproduction. Voilà, c'est vraiment cette notion de fiabilité. Alors, je ne dis pas que Yuka n'est pas fiable. Hein. Je dis qu'il y a une vraie problématique derrière cette idée de la qualité des données. Du coup, je vous propose de passer au 9e challenge. Et carrément. Donc, le dernier challenge, c'est le challenge My Local Cantine. Donc, ça part du constat qu'il y a encore aujourd'hui en France énormément d'élèves qui mangent à la cantine et que la ration collective scolaire, c'est un enjeu autant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire parce qu'on parle de grandes quantités de nourriture et que si on s'organisait peut-être mieux parfois, on pourrait avoir une démarche beaucoup plus orienté vers du local, ce qui aurait notamment pour effet de réduire l'impact environnemental de cette restauration collective. Donc, il existe aujourd'hui des méthodes pour justement faire des démarches pour inscrire la restauration collective dans des systèmes avec beaucoup plus d'aliments bio et locaux et des outils. Et à partir de ces outils, justement, on voudrait réaliser un catalogue de la structure de l'offre et de la demande en approvisionnement local pour la restauration collective de Marseille. Donc, c'est faire un état des lieux de ce qu'il y a et ce qui est demandé pour essayer de créer de nouvelles synergies pour fournir aux enfants une alimentation qui soit
aussi diversifiée de qualité et plus saine pour l'environnement dans les villes comme Marseille, où c'est quand même assez difficile parce que c'est énormément de menus qui doivent être proposés tous les jours. Donc, c'est réfléchir à comment on pourrait intégrer une telle démarche dans une ville aussi grande que Marseille. Voilà un peu l'aperçu de notre challenge. Je vais faire le pont avant de passer la parole à Arnaud. Ce challenge, il est né d'une collaboration aussi entre le Donut et le collectif des écoles de Marseille, qui est un collectif militant qui, a priori, n'a pas à voir grand-chose avec la biodiversité et les données. Et pourtant, ils ont participé à collecter quelques données sur les cantines. Et effectivement, on veut s'interroger sur cette possibilité à Marseille dans une grande ville, en sachant pertinemment qu'on ne trouvera pas la réponse pour septembre, mais on a envie de faire avancer le sujet, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants. On a 55 000 élèves, je crois, qui sont gérés par la municipalité. On sait déjà, je crois, qu'au niveau du département, ça n'est pas possible de les nourrir. Et on voudrait voir à l'échelle régionale, en fonction de la production qui existe déjà, de conserverie ou d'autres choses, si le défi et si on peut relever le défi. On voudrait, oui, alors je vois Mouan Sartou là dans les commentaires, on veut les rencontrer au même titre qu'Avignon, je crois. Mais juste avant ça, je vais passer la parole à Arnaud, avec qui on échange sur ce sujet-là de la cantine locale. Arnaud, tu es par là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Moi, effectivement, je suis là en tant que citoyen, en fait, citoyen dans le collectif des écoles de Marseille. On est effectivement un collectif militant, mais on a cette réflexion, on anticipe un peu la fin de la délégation de service public de la Sodexo avec la ville de Marseille. C'est le plus gros marché européen de restauration scolaire. Donc, alors, il y a 70 000 élèves, près de 80 000 élèves à Marseille, mais il y a 45 000 enfants en moyenne qui déjeunent dans les 300 et quelques restaurants, cantines de Marseille. Et il y a, juste pour vous situer, il n'y a qu'une seule unité de production qui est un Pont de Vivo à Marseille et qui gère donc ces 45 000 repas jour. La délégation de service public arrive en fin 2025. Donc, c'est juste le temps qu'il faut pour essayer de réfléchir à comment consommer autrement et mieux. Voilà. Et donc, il y a cette réflexion qui est ressortie de pouvoir apporter une solution ou quelque chose, de pouvoir exploiter tout l'open data qui peut exister sur le sujet. Alors, c'est assez vaste, ça va de la production, que contient un repas d'un enfant, d'une restauration scolaire, quels sont effectivement les acteurs sur le territoire en termes de production, quelles sont les possibilités en termes de surface agricole. Voilà, enfin, il y a tout un enjeu. Et l'idée est de pouvoir faire rassembler un peu toutes ces données et en faire ressortir de l'information pour les collectivités. Alors, on parle de Marseille parce que c'est symbolique, comme je vous le disais, c'est le plus gros contrat européen de restauration scolaire, mais si on arrive… Comment ? C'est là qu'on vit. Ouais, c'est là qu'on vit, mais à la limite, ce problème-là se passe dans toutes les communes de France. Même pour les élus, ça peut être important pour eux qui veulent défendre un service public de pouvoir apporter la preuve que c'est assez vertueux de faire travailler le local et de ne pas aller chercher ses fraises au fin fond de l'Espagne dans des serres. Voilà. Donc, l'esprit est là. Ce n'est pas militant, c'est juste retrouver un peu du sens à ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants. Il y a aussi l'apprentissage du goût, il y a la gestion des déchets. Enfin, il y a tout un écosystème autour de cette pause méridienne avec la production de repas. Et on a trouvé ça intéressant de porter ce sujet quand Olivier et Élise nous ont sollicité. On a sauté sur l'occasion pour mettre ce sujet sur le tapis qui, pour nous, a une grosse importance. Voilà, qui a une grosse importance parce qu'on a ce gros contrat qui arrive à échéance et on voudrait éventuellement proposer une alternative, mais avec du factuel, avec des choses à mettre sous les yeux de nos collectivités pour dire, on peut peut-être faire autrement, ça vaut le coup de se poser la question et de ne pas reconduire une délégation de service public avec, j'ai rien contre la Sodexo, mais voilà, on n'est pas du tout sur le même modèle. Voilà. Merci Arnaud. Alors, c'est Olivier qui pose une question. Olivier, c'est bien l'enjeu du challenge. Comment faire pour Marseille? Mais bon, il y a donc Vincent Diaz aussi. Je travaille à ta place, Alexandre. Ça, c'est toi qui dois faire ça, non?
En effet, oui. Pardon. Oui, donc il y avait une question bon, un petit peu générique, comment faire pour Marseille, hein, en écho à alors, est-ce que c'était en écho à l'empreinte, forêt et consommation des Français? Non, La phrase d'avant. c'était par rapport à Montsartou. C'était effectivement, on Mmh. disait que Montsartou, c'était une petite commune, mais que Marseille, c'est une grosse commune. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des choses alternatives? Je ne sais pas, un seul menu par jour, par mois, par semaine. Enfin, voilà. C'est la Ça- question oui, qui va nous occuper. Ouais. Sinon, on avait, de monsieur Vincent Diaz, alors, j'ai pas en entier, mais c'est Ville de Draguignan, c'est ça? Ville de Draguignan, Ouais. voilà. Dans le cadre de l'appel à projet sur la restructuration de la filière agricole et agroalimentaire, je travaille sur la mise en place d'une conserverie coopérative, producteur, restauration collective, restaurateur et distribution, avec une partie orientée vers la restauration collective, cantine, et une partie conserverie d'excellence, en relation avec les restaurateurs pour la mise en valeur du terroir et donc du patrimoine culinaire local. Donc ça, c'est des solutions qui sont déjà en place. En perspective de votre outil, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne? Bah, alors ce que propose Vincent pour la ville de Draguignan, bah, c'est parfait, hein, on n'a rien. Mais je pense qu'il le sait mieux que nous, pour que les élus politiques puissent engager ce type de démarche, d'aller jusqu'à la conserverie, de faire toutes les filières, enfin de faire tout ce travail qui est mis en avant là par Vincent. On voit bien également que c'est un travail qui est fait effectivement à destination de la restauration scolaire, mais tout le monde va pouvoir en profiter, restaurateurs et distribution, hein, ce qui me met dans cette liste-là. Mais pour y arriver, bah, il faut que les citoyens puissent mettre en avant pourquoi c'est bien et pourquoi c'est important. Et puis, il y a cet aspect pédagogique aussi, hein, expliquer que parce que forcément, ça aura peut-être un coût aussi, hein, donc il faut expliquer pourquoi ça aura un coût, pourquoi le prix va certainement augmenter par rapport à la Sodexo. Enfin, tout ça, ça part de la pédagogie et l'idée, c'est vraiment de tout mettre sur table et que ce soit fait de manière transparente. C'est-à-dire que voilà, qu'on ait une bonne vision, une bonne cartographie de ce qui peut être fait sur notre territoire. Alors, d'ailleurs, dans l'équipe, on est déjà avec une restauratrice qui travaille avec un réseau local qui s'appelle PPL, un réseau d'agriculteurs locaux. Donc, elle a un restaurant traiteur et on a été rencontrer la Cité de l'Agriculture à Marseille, qui est aussi en lien avec ce réseau PPL. Et l'idée, voilà, c'est d'ouvrir une grande concertation entre ces différents acteurs. J'ai cru voir dans notre salle, mais il n'y est peut-être plus, Magali, de Bleu Tomate, qui est un journal, une agence de com sur le web, et qui a une bonne connaissance aussi des enjeux sur le foncier agricole. Et donc, l'idée, c'est de mettre toutes ces personnes-là autour de la table pour défricher le terrain aussi. Et donc, je crois que la Cité de l'Agriculture à Marseille était très intéressée, ne serait-ce que pour qu'on réalise pendant le Hack for Nature une première étape qui serve aussi bien de sensibilisation aux citoyens, comme le disait Arnaud, que de sensibilisation pour les élus, et puis après de voir comment on peut affiner pour arriver vers des choses plus concrètes. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec Vincent, parce que j'imagine pour monter une conserverie coopérative, il a fallu faire des études, il a fallu faire des dossiers en fait, hein, qui ont permis ne serait-ce que pour aller chercher des subventions ou autres. C'est peut-être à voir qu'ils puissent nous informer sur la manière dont ils ont procédé pour arriver à ce projet de conserverie coopérative. Parce que quand on parle de conserverie coopérative, ça veut bien dire, là on est vraiment sur le hub, hein, en fait, hein, entre ceux qui produisent sur les territoires et ceux qui vont faire les repas. Donc ce serait intéressant de savoir comment ils y sont arrivés. Alors, il y a deux personnes qui… Oui, Olivier. Oui, donc effectivement, Vincent, peut-être? Oui, alors je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Oui. En fait, on est au tout début du projet. On bénéficie de pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on avait un service qui faisait traiteur en local au niveau de la commune. Ce service s'arrête, donc on va récupérer une cuisine avec une infrastructure déjà en place. On est en train de travailler avec la communauté d'agglomération et même plusieurs communautés d'agglomération sur le programme alimentaire territorial. Donc, il y a une volonté de réorganiser toute la filière agricole, de remettre en face des friches qui existaient déjà. Il y a même, on parle un peu de la conversion des jardins municipaux et d'aller mettre des vergers dans les jardins municipaux, etc.
Donc, il y a toute une réflexion qui est faite du politique, mais aussi au niveau de la ville. Donc, on est en train d'élaborer tout ça, de mettre en place tout ça. On va chercher des sous parce qu'on a besoin de sous aussi pour organiser ça. La Chambre d'agriculture est en train de regarder, de faire l'inventaire de toutes les… Je suis désolé si vous entendez un drôle de bruit à côté de moi. Je suis super mal isolé. J'ai la fenêtre qui fait un bruit affreux, quoi. Affreux. Elle crie, en fait. On pensait à des vaches, mais… Ouais, non, mais c'est assez… J'ai scotché pourtant, mais enfin bon, l'isolation, enfin, c'est pas très bien. Au niveau de la biodiversité, économie d'énergie, c'est pas terrible. Mais enfin bon. Donc, on est en train de regarder pour faire revenir des agriculteurs chez nous. On a un vrai problème d'eau, donc il va falloir aussi qu'on voit ce problème-là. Mais monter une coopérative chez nous, déjà, c'est pas que pour les écoles. On a des entreprises aussi qui ont de la restauration collective et ils peuvent être intéressés par ça aussi. Et c'est un véritable atout au niveau du territoire, quoi. Si on peut avoir quelque chose d'excellence à côté, qu'on fait marcher les restaurateurs dedans, on est pile poil dans ce qu'il faut, quoi. Alors, on n'est pas… Oui, pardon. Est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre ce challenge et de venir en parler avec nous une fois ou deux en visio, qu'on puisse échanger là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Bon, ce serait top parce que du coup, de pouvoir faire des échanges, des retours d'expérience ou des échanges. Voilà. Alors, on en est au tout début, hein. On m'a refilé le bébé sur la structuration de la filière agricole et agroalimentaire il y a un petit mois. Mais moi, j'ai sauté sur l'opportunité. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis un petit moment, en sachant qu'on avait une infrastructure qui allait être abandonnée avec… on a une cuisine centrale, quoi. Donc, une cuisine centrale, il faut en faire quelque chose. Voilà. D'accord. En tout cas, donc, si vous voulez nous laisser votre email dans le chat, c'est top. Alors. Donc, il va falloir qu'on ferme cet atelier donc, qui nous a amené sur beaucoup de sujets, dont à la fois sur de l'information et de la centralisation d'infos, et puis des indicateurs, mais aussi sur vraiment ces problématiques de développement local. Et puis un sujet, alors si je ne me trompe pas, je pense que ce dernier challenge peut aussi le concerner, c'est le sujet des marchés publics. De comment est-ce qu'on va fixer des nouveaux critères, comment est-ce qu'on publie un marché public pour répondre à certaines exigences qu'on sait motiver, qu'on sait argumenter parce qu'on a l'information nécessaire et parce qu'on connaît l'économie de sa région. Je ne sais pas, peut-être un dernier mot là-dessus, l'équipe? Une délégation de services publics, ça passe forcément par une commission consultative des services publics locaux. C'est-à-dire qu'on décide, à un moment donné, est-ce qu'on continue dans la délégation de services publics ou est-ce qu'on remunicipalise cette fonction. Effectivement, nous, c'est pareil, on a cette unité de production de Pont de Vivo qui appartient à la ville de Marseille, mais qui est exploitée actuellement par la Sodexo. Mais il faut vraiment agir en amont. C'est-à-dire, une fois qu'ils sortent la DSP, c'est trop tard, après que ce soit. Donc, il y a vraiment une action à faire en amont. Je ne voudrais pas que ça apparaisse comme une action politique ou militante, mais c'est vraiment apporter toute l'information et tout le côté vertueux. On n'est pas uniquement sur des montants financiers, on est également sur cette volonté de faire travailler le local et d'avoir quelque chose de plus vertueux et qui peut bénéficier à tous. Comme l'a dit Vincent, au-delà de la restauration scolaire, c'est surtout que ça va pouvoir servir au marché local, quoi. Ah, on ne t'entend pas. On n'est peut-être pas non plus aussi loin des problématiques générales du SIB, quand on voit les politiques qui sont visées, les 31 politiques. C'est vrai que les questions de l'occupation des sols, de l'agriculture, elles sont bien là aussi, forcément une des grandes causes de pression, grande activité humaine. Et du coup, je me dis, pour revenir un petit peu à cette idée de l'utilité du SIB, on aura bien quand même de l'information à aller chercher pour alimenter tout ça. Peut-être de la donnée à eux triturer, mais en tout cas de l'information qui pourrait appuyer les politiques locales. Je pense que c'est aussi ça ce qu'on va pouvoir trouver dans ces outils, même si en fonction des territoires, on n'aura peut-être pas une précision extraordinaire sur les différents territoires. Sur des échelles, on parle d'intercommunalité.
département, par exemple, hein, ou même un petit peu plus large au niveau régional. Là, je pense qu'il y aura quand même des choses à trouver sur la manière dont ces économies se déploient. Oui, alors je refais mon petit topo Hack for Nature. Désolée pour ceux qui l'entendent pour la 3e fois. Très brièvement, voilà, on organise avec l'association Donut Infolab et l'entreprise Natural Solutions et plein d'autres partenaires, dont l'UMS Patrinat, un événement d'une année en virtuel qui s'appelle le Hack for Nature et qui vise à rassembler des citoyens d'horizons d'expertise et de compétences très diversifiés autour de challenges qui ont pour but de lutter contre l'érosion de la biodiversité. On a 11 challenges réunis en 4 cycles, donc 3 cycles qui ont été présentés précédemment, et on arrive au dernier cycle du Hack for Nature, qui est celui Protéger la mer, donc avec 2 projets et des porteurs de projets, des intervenants qui sont là et à qui je vais laisser la parole. Donc, c'est à moi la parole, hein, c'est ça? Oui, alors, donc j'avais préparé quelques slides supplémentaires par rapport à ça, mais on va s'arrêter là. Donc, du coup, on a fait un focus sur la mer, puisque la mer, c'est quand même important. Et puis, notre proximité à Marseille avec cet élément nous a tout de suite porté sur ce sujet. On pense que c'est essentiel aussi, parce qu'on sait qu'énormément de ressources en sont tirées et qu'on est sur le point un point d'effondrement qui est sur un certain nombre de taxons. Et on a fait un focus avec 2 challenges qui finalement se ressemblent et qui sont relativement drôles, puisque c'est d'appliquer l'IA et la reconnaissance faciale, donc détourner les algos qui nous sont appliqués dans le métro et dans la rue pour détecter, pour nous priver de nos libertés individuelles, les détourner et les appliquer à un beau sujet, qui est le sujet de la reconnaissance faciale des mérous et des hippocampes. Donc, 2 groupes de taxons fascinants, passionnants, sur lesquels Isabelle et Patrick sont complètement experts et ils pourront vous en dire beaucoup plus dessus. Voilà, donc je laisse la parole éventuellement dans un premier temps à Isabelle pour en dire un peu plus. Et je laisserai la parole ensuite à Patrick. Donc, c'est à peu près le même enjeu, hein, là aussi, sur les hippocampes, c'est le même enjeu. Donc, c'est création d'un dataset de photos, application d'algo, d'entraînement, de pré-entraînement d'algo. Alors, ça va quand même assez loin, puisque là, on est dans la détermination individuelle. Donc, il va nous falloir beaucoup de photos de l'individu. Il y a un gros projet américain qui a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet et on va essayer de reprendre un certain nombre de leurs propositions. C'est le projet WildMe qui propose pas mal d'outils, de gestion de photos, d'annotation de photos et pas mal d'algos différents, parce que finalement, la reconnaissance de forme, c'est une vieille chimère en informatique. Et là, grâce au deep learning et au réseau de neurones profonds, on arrive à des résultats qui sont assez encourageants. Voilà, donc je laisse la parole dans un premier temps à Isabelle et ensuite à Patrick. Et puis après, on pourra revenir sur comment est-ce qu'on peut faire s'il y a des gens qui sont motivés pour nous aider sur la partie algorithmique ou traitement d'images ou stockage de photos. On est preneur, puisque ce challenge commencera cet été et ce sera là donc le dernier site de Hack for Nature. Voilà. Isabelle, tu peux nous en dire plus sur ces merveilleux animaux? Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, super. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, donc moi, je représente l'association Nature Dive. Bon, on est basé sur Cannes et notre objectif, c'est d'œuvrer vraiment pour la biodiversité marine sous plusieurs axes. Donc, je vais peut-être pas trop m'étendre là, mais on va surtout parler du mérou. Donc, cette idée de traquer les mérous à travers d'une plateforme de sciences participatives, elle vient donc du professeur Patrice Francourt qui nous a quittés malheureusement. Et donc, on l'a reprise, l'idée, et on aimerait vraiment donc, mener à bien ce projet. Donc, en effet, le mérou, donc maintenant, il est classé complètement en danger par l'IUCN. C'est un animal qui est emblématique
et où vraiment on sait que les plongeurs loisirs vont faire plusieurs kilomètres s'il le faut pour pouvoir aller voir du mérou et voir photographier les mérous. Or, on a besoin de données donc sur ce poisson pour pouvoir le protéger et notamment pour comprendre l'abondance, pour comprendre ses déplacements, pour comprendre comment dire, son territoire. Et donc, voilà, ce genre d'informations. Depuis 1999, il y a une thèse qui est sortie, j'ai oublié le nom, oui, de, voilà, Patrick Lelon, donc grâce à cette thèse, on sait qu'on peut vraiment reconnaître les mérous grâce aux taches qu'ils ont donc sur la tête et même sur tout le corps, en fait. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est vraiment de créer cette plateforme de sciences participatives. Donc, on a imaginé ce nom de Nature Dive Watch, mais elle n'est pas encore créée, donc peu importe, d'encourager les plongeurs loisirs et les scientifiques à venir sur cette plateforme, à y déposer des photos, d'avoir derrière donc un outil automatique qui va reconnaître les individus. Ce qu'on veut, c'est aussi peut-être mettre une petite partie de gamification, par exemple, pour pouvoir donner un nom aux individus donc de mérou. Et donc, si le mérou n'est pas encore connu, le plongeur pourra lui donner un nom. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va plutôt prendre... je ne sais pas si vous avez fini sur ce challenge. C'est clair, hein? Ouais. Parce qu'on a dit qu'on présentait puis qu'on prenait toutes les questions ensuite après. Pardon. Donc voilà, globalement, le challenge, c'est ça. Donc cette plateforme de sciences participatives, avoir plein de photos et derrière un outil qui va analyser les photos et reconnaître l'individu de Mérou. Sachant qu'il y a pas mal de complexité parce que déjà il a deux côtés. Les deux côtés sont différents. Donc voilà, c'est des photos sous-marines, donc il y a toutes ces complexités à prendre en compte. Voilà pour le mérou. D'accord. Les hippocampes et notre cher Patrick Louisy. Et les hippocampes. Alors bonjour tout le monde. Merci Isabelle d'avoir entamé le décryptage des objectifs. Donc, juste un petit mot rapide sur l'association Peau Bleue qui existe depuis 1995, dont l'objectif est essentiellement de mieux connaître la vie marine. Donc, il y a une dimension d'études et de sciences. Pour mieux la faire connaître, donc il y a une dimension de communication, notamment des résultats de nos études et de ce qu'on a pu découvrir. Et notre position, on va dire d'emblée à la limite entre la science et le public, ça nous a amené à mettre en place très tôt des programmes de sciences participatives. À l'époque, ça ne s'appelait même pas comme ça. Et on est donc vraiment beaucoup dans la mobilisation des publics, dont les plongeurs, mais pas exclusivement, sur nos programmes, sachant qu'on a un zoom très particulier sur les hippocampes et leurs familles, les Syngnathidae, mais pas seulement. On a aussi des programmes, par exemple le Fishwatch Forum, qui collecte des données d'observation, des photos et données d'observation de toutes les espèces de poissons marins d'Europe. Donc ça, c'était pour la présentation globale. Maintenant, notre questionnement, nous, par rapport à la photo-identification. Bon, il s'avère qu'on a pu l'an dernier, finalement pour la première fois, comme on n'avait pas le droit d'aller ailleurs, on a beaucoup plongé dans la lagune de Thau et on s'est aperçu que sur le site, qui est le site du ponton de la Bordelaise, qui est connu internationalement, n'est-ce pas, sur ce site, il y avait finalement beaucoup plus d'hippocampes que ce qu'on le pensait sur la base des plongées qu'on faisait de façon un peu épisodique. Et je dois confesser que j'y suis pour rien, mais c'est Sylvie, ma femme, qui a décidé un beau jour que zut alors, on va essayer de les reconnaître un par un. Donc on a
scruter, comparer à l'œil les photos de... Enfin, je sais plus, on a plusieurs milliers de photos qu'on a comparées l'an dernier et qui ont abouti à l'identification d'à peu près une centaine d'individus différents qui nous ont permis d'ailleurs, enfin, sur la base de ces identifications, on a pu faire ce que font les scientifiques avec du marquage, c'est-à-dire ils ont une logique de capture-recapture. On capture des animaux, on les marque, on les remet dans la nature et on recapture derrière de la même manière. Et le nombre d'animaux recapturés par rapport aux nouveaux qu'on découvre à la deuxième capture permet de calculer l'importance de la population. Donc là, on a vu qu'on arrivait à, je crois, genre entre 120 et 130 individus sur le site qu'on a échantillonné. Et on commence à trouver que traiter des milliers de photos pour comparer et analyser une nouvelle photo qui arrive, c'est un peu lourd. Alors qu'on est bien d'accord sur un seul endroit. Donc Isabelle, on est vraiment tout petit, très localisé par rapport à une optique, par exemple, les mérous de Méditerranée, quoi. Donc on a démontré que ça fonctionnait, qu'on pouvait les reconnaître. On a démontré aussi que l'utilisation scientifique de ces données de photo-identification était positive et faisable. Maintenant, il reste le fait qu'on n'a pas trouvé de logiciel comme pour, je ne sais pas moi, les queues de baleine ou les requins-baleines. On n'a pas trouvé de logiciel qui permette de faire des comparaisons automatiques. Et on en a discuté pas mal, notamment avec Julien Renoux, qui n'est pas là parce qu'il a eu un empêchement assez fâcheux, mais je ne pense pas que ça mette en danger majeur son intégrité physique, rassurez-vous. Donc, on s'est dit que plutôt que les méthodes habituelles qui sont d'essayer dans une zone qu'on définit sur un animal, exemple, ton petit dessin, Isabelle, sur la présentation précédente, une zone qu'on définit sur un animal et dans laquelle on regarde la géographie, on va dire, des tâches, c'est un peu compliqué parce que ça suppose un travail spécifique à chaque espèce pour d'abord déterminer la zone, ensuite être capable, en posant des repères sur la photo, de se débrouiller pour que le logiciel restitue la forme de la zone si le poisson était de profil. Et ça impose de toute façon une intervention humaine sur chaque photo. Il faut mettre 3 ou 4 points de repère au minimum qui permettent au logiciel ensuite de se repérer. Donc là, la logique qu'on a prise est complètement différente. C'est on prend un ordinateur, un algorithme qui est capable d'être performant et on lui dit, bah, tiens, voilà, il y a plein de photos, on t'a mis le nom des individus dessus, débrouille-toi. Et au-delà de ça, je ne peux pas dire beaucoup plus sur les méthodes, les approches, les options informatiques envisageables. Donc peut-être qu'Olivier, tu peux enchaîner. Oui, je ne sais pas combien de temps il nous reste. 4 minutes, oui, non? Oui, je pense qu'on peut aller jusqu'à 16 h, vu qu'il n'y a pas de questions encore qui sont arrivées sur le chat. Okay. Donc j'en profite pour dire que les questions, vous pouvez y aller. Oui, donc en reconnaissance de forme, il y a donc l'approche Walmy a déployé 6 ou 7 algorithmes différents de détection individuelle d'objets marins. La plupart du temps, c'est des objets marins. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec donc, les réseaux de neurones profonds, c'est qu'on peut faire donc, de l'apprentissage automatique, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle, et ce qui se faisait encore
il y a encore qu'une dizaine d'années, puisque les réseaux de neurones profonds n'avaient pas réellement émergé. On faisait déjà des réseaux de neurones, mais on ne faisait pas des réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire qu'on n'empilait pas plusieurs couches de réseaux de neurones les unes à la suite des autres. Eh bien, ces algos sont aujourd'hui extrêmement performants et on peut donc leur fournir un jeu de données avec les individus identifiés et ensuite le réseau de neurones s'équilibre au fur et à mesure par apprentissage, donc renforcement. Hein, c'est des maths assez complexes qui vont réajuster un certain nombre de poids sur ces neurones. Donc, on parle de milliers de neurones sur plusieurs couches, certaines couches étant cachées. Et une fois que ce réseau est stabilisé, c'est-à-dire que les poids sur les neurones ne bougent plus, eh bien, on considère que le réseau a appris et qu'il est capable de faire lui-même l'identification. Donc, en général, on part d'un réseau de neurones qui a déjà appris à déterminer les espèces, et ensuite on va le surentraîner. On va essayer de le surentraîner avec l'identification individuelle. Voilà pour le détail. C'est assez complexe, mais je ne sais pas si vous êtes complètement noyé, sans jeu de mots. Alors, je ne sais pas si vous voulez, si Monsieur Louisy, vous voulez reprendre la parole, si vous arrivez au bout de Oui, juste une petite seconde éventuellement. Parce qu'effectivement, la question est quel jeu de données pour entraîner les algorithmes. Donc, on a, pour ce qui concerne les hippocampes, on a un jeu de données existant qui, je crois quand même, doit être genre 8 à 10 000 photos aujourd'hui, avec des individus reconnus. Je parle de photos identifiées. Donc, on a quand même un gros paquet d'images de cette espèce dans ce quartier. Ça vient tout du même endroit. Et on a évidemment d'autres images qu'on continue à collecter ou qu'on peut trouver sur d'autres sites ou d'autres photos d'hippocampes, toujours de la lagune de Thau, où on peut, on a un stock de photos qu'on pourrait utiliser pour vérification, entraînement et voir comment ça fonctionne une fois que l'algorithme est stabilisé. Et pour ce qui concerne l'entraînement préalable, avant le surentraînement spécifique à l'identification individuelle, on a déjà un accord de ICHORS, donc c'est le département spécifique hippocampe qui a été développé dans le cadre de iNature. Et là, je crois qu'on doit avoir, il me semble, 6000 photos d'espèces d'hippocampes partout dans le monde qui peuvent permettre de faire la première phase d'entraînement. Donc voilà où on en est. On n'a plus besoin que de gens qui connaissent bien les algorithmes et qui sont fous dans leur tête suffisamment pour pouvoir essayer de les appliquer à nos questionnements. C'est très impressionnant. Nous, on a quand même beaucoup moins de photos et surtout, elles ne sont pas toujours rarement identifiées. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est l'individu. Alors, allez-y, Isabelle. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Donc, pour Patrick, déjà, l'hippocampe, il est comme le mérou, il a deux côtés. Donc, vous êtes capable de l'identifier des deux côtés, des deux faces. Ça, c'était une première question. Je réponds très vite à ta première question. En fait, on est bien d'accord, comme chez les mérous, les deux faces ne sont pas identiques. Et elles sont souvent importantes pour l'identification. C'est-à-dire que les chances de se tromper ou de ne pas être sûr sur un seul côté, tout ça s'améliore considérablement quand on a les deux côtés. Si on a les deux côtés, on est à l'identification visuelle, ce qu'on pratique actuellement, on est à peu près certain qu'un individu dont on a une photo de bon profil de chaque côté, on arrivera à l'identifier ou déterminer qu'on ne l'a encore jamais vu. D'accord. Alors, on avait aussi des questions qui étaient remontées, dont une par le chat. Alors justement, ça va nous ramener au mérou. Oui, une question un peu provocation.
la position dans la chaîne alimentaire du mérou, prédateur de la grande cigale de mer, espèce de crustacé, seule espèce de crustacé protégée en France qui disparaît où il y a trop de mérous. Naturellement, quelles espèces contrôlaient autrefois le nombre de mérous? Les phoques. PN de Porcro, moi ça me ça me renvoie à ces infos quand je faisais mes études à l'Unini sur les espèces charismatiques et le mérou on évaluait à plusieurs trentaines de milliers d'euros parce qu'il ramenait énormément de pêcheurs. Donc pourquoi le mérou? Vous avez assez explicite. Je parle sous contrôle de Patrick parce qu'on n'a pas la même formation. Il est spécialiste des poissons, alors voilà, je pourrais compléter Patrick sans problème. Pourquoi le mérou? Alors, le mérou, effectivement, c'est une espèce emblématique. C'est une espèce qui est très pêchée. En France, il a un moratoire. Depuis 30 ans à peu près, ce moratoire, il va tomber fin 2023, en décembre 2023. Dans les autres pays européens, les autres pays du pourtour méditerranéen, il n'y a pas de moratoire en particulier sur le mérou. Ce qui est sorti, c'est que pour vraiment protéger le mérou et donc les autres espèces qui vont avec, le moratoire sur une espèce, ça ne suffit pas. Il faut clairement aussi des aires marines éducatives. Voilà, mais le connaître, cependant, c'est quand même une espèce importante parce que c'est une espèce, il est en bout de chaîne un petit peu. C'est une espèce qu'on appelle espèce parapluie, c'est-à-dire que aussi quand il est là, contrairement à ce qu'on peut penser, ça va aussi, même si c'est un prédateur, ça va aussi protéger en fait toute la chaîne qui est en dessous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si Patrick, vous voulez rajouter d'autres choses, d'autres points, notamment par rapport aux phoques, je ne sais pas. Moi, j'en profite pour lancer aussi le challenge qui va être lancé ce soir. On va travailler sur les interactions entre espèces. Donc, effectivement, cette question-là, utiliser les graphes pour pouvoir identifier qui est le prédateur et qui va réguler potentiellement cette population de mérou qui est en croissance. Voilà, on est en plein dans le sujet. Tout à fait. Alors, Monsieur Noël, est-ce que vous êtes… Je ne vais pas ajouter grand-chose à ta réponse, Isabelle. C'est juste pour faire un petit coucou à Pierre, qui, bien entendu, ne peut pas se retenir de pousser le bouchon. En gros, tout ça, ça correspond à un concept qui, moi, me paraît un petit peu fumeux, mais qui semble effectivement quand même soutenu par les travaux de mes collègues. C'est que lorsqu'une espèce en sommet de chaîne alimentaire va bien, globalement, ça fait que tout va bien en dessous. Alors, c'est certain qu'à la marge, ce n'est pas forcément vrai parce qu'effectivement, certaines espèces, pas nécessairement par prédation directe, certaines espèces peuvent être moins présentes là où il y a les plus grosses concentrations de mérou. Mais bon, globalement, je pense que c'est plutôt quand le mérou va, tout va. Vincent Diaz, est-ce que vous leviez la main pour la conversation précédente ou là, ici? Est-ce que vous levez la main? Oui, en fait, je vais souvent dans l'eau et je pratique. Je suis désolé, hein, mais je suis un chasseur sous-marin et je pratique beaucoup les côtes au niveau du Var. Je peux vous dire que la population de mérou est en pleine extension depuis une quinzaine d'années. On a vraiment une grosse population du côté de Saint-Tropez, Cap-Lardier, Gigaro. De Gigaro jusqu'à Saint-Tropez, il y a un mérou tous les 15-20 mètres. C'est fantastique. Par contre, non, j'ai pas l'appareil photo. Ah, voilà, c'est ça, je veux dire, vous alliez pouvoir troquer le fusil contre l'appareil photo, c'est dommage. Par contre, au niveau de la biodiversité sur marine, il y a des choses beaucoup plus graves, je pense, qui sont en train de se passer. Les holiothuries disparaissent. Et ça, je pense que c'est pas bon. L'holiothurie, c'est le concombre de mer. Ça, c'est pas terrible du tout. Les poulpes disparaissent aussi. Il y en a quasiment plus par rapport à il y a 10 ans. Je pense que les mérous, il y en a, mais il y a des espèces. L'holiothurie, c'est une base pour moi et c'est en train de disparaître.
Donc, il y a peut-être des trucs à aller voir un peu plus que le Mérou. Le Mérou, c'est bien. Moi, je vous dis, le Mérou se porte très, très bien, hein. Et quand je vais dans l'eau, Ah bah alors, si Vincent Diaz le dit, c'est que ça doit être vrai. je passe entre 5 et 6 heures dans l'eau à chaque fois et j'en vois 30, 40 de Mérou. Donc, je les vois. Alors, Voilà. par rapport au moratoire, donc en France, C'est moi, 2023 le moratoire, je crois que ça c'est s'arrête. 2023, décembre 2023. Ouais, voilà, ce qui m'a été dit donc par le GEM, c'est le groupement d'études du Mérou, c'est que eux, ce qu'ils pensent, c'est que si le moratoire tombe, justement, ben, le Mérou va à nouveau, les populations de sûr. Mérou vont encore chuter drastiquement. Bien sûr, parce que c'est un poisson qui est facile à pêcher et à chasser. Voilà, parce qu'il est facile à pêcher, parce qu'il est emblématique, parce qu'il est bon. Voilà. Donc, d'où l'importance de le connaître. C'est la même chose. C'est la même chose que la murène. La murène est un poisson facile à chasser et pourtant qui est très très moche, mais qui est un poisson extrêmement sympathique. Si vous allez dans l'eau, ah oui, oui, vraiment, la murène, c'est un poisson sympathique avec lequel on peut jouer. Vraiment. Alors Vincent, moi je suis plongeuse et j'ai plongé avec Patrick, on a vu des choses sympas ensemble. Ouais, la murène, c'est beau. C'est beau, ça a une drôle de tête quand même. Ça vous fait des drôles de sourires. Mais c'est un animal qui s'apprivoise, quoi, aussi, hein. Comme le mérou, il est facilement chassable parce qu'il est curieux et qu'il revient vous voir. Tout à fait. Moi, souvent, quand je suis à côté d'un mérou, ben, je reste pour le voir ressortir. Et je sais que si je lui mets un coup de fusil, ben, le mérou, il n'aura aucune chance parce que je vais mettre la pointe de mon fusil sur sa tête, quoi, et il ne bougera pas. Alors ça, faut pas c'est le problème. dire, en fait. Mais non, mais je le fais pas. C'est interdit, donc il ne peut pas le faire. Non, puis c'est même pas ça, c'est que j'ai pas envie de le faire, mais parce que c'est pas le but là-dedans. Moi, je suis un peu comme un joueur au casino, c'est-à-dire que le but c'est de perdre dans cette histoire-là. C'est pas de gagner à chaque fois. En tout cas, sur Ah oui, j'allais dire en tout cas pour le Hack for Nature. Ce sont ces deux projets qui représenteront la mer cette année, et pourvu qu'on continue sur d'autres espèces ou d'autres. Ouais, parce que le loturie, je pense, je ne sais pas les spécialistes ce qu'ils en pensent, mais le loturie, c'est un problème, hein. En fait, l'intérêt, là, je trouve, de ces deux projets, ils se ressemblent énormément. Je pense qu'on doit pouvoir peut-être régler les deux ensemble. Et j'espère que ça pourra justement servir à d'autres espèces. Parce que je suis sûre qu'il n'y a pas que le mérou et l'hippocampe qu'on peut reconnaître. Les oursins comme aussi, ça. hein. Les oursins aussi, il y en a de moins en moins. À d'autres espèces, mais on le voit aussi à la caractérisation des états écologiques. Hein, parce que finalement, le débat, il est bien là. Comment on fait? On a vu que ce n'était pas si évident, qu'il y avait des théories, des approches, des méthodes, hein, qui cohabitent depuis longtemps, et la connaissance, elle est là. Hein. Et c'est cet enrichissement petit à petit qui va se faire dans des contextes différents. On le voit, hein, d'une crique à l'autre, c'est sûr qu'on a des populations, on peut avoir des comportements différents, on ne connaît pas tout sur le vivant, c'est ça qui le rend aussi magnifique. Et puis justement, c'est là où finalement, jusque-là, hein, on parlait énormément d'utiliser les données du SIB pour en faire des choses, mais il y a aussi tout cet aspect de venir enrichir, hein, cette ressource de connaissances pour avoir finalement des participations, des avis par rapport à ces aspects réglementaires, au moratoire par exemple, qui se basent sur des connaissances approfondies et plus solides. Exactement. Alors, juste un petit truc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi à ce niveau-là une cartographie des sites pollués? Il y a par exemple dans le golfe de Saint-Tropez, vous avez un courant de plastique qui est en face de Port-Grimaud, qui est à 400 mètres des côtes. Vous avez un courant de plastique qui rentre régulièrement. Je veux dire, c'est quand même un truc à répertorier, quoi. Au-delà de la biodiversité, il faut aller voir aussi le côté négatif et aller le chercher, quoi. Mais justement, je pense que c'est là où, alors je me permets de répondre plutôt que les intervenants, plutôt sur la casquette SI fédérateur, SI environnementaux. C'est là où finalement les démarches qu'on fait aujourd'hui sont hyper importantes, et le Hack for Nature il est hyper important. C'est que finalement, les données qui remontent dans ces grands SI fédérateurs sont des données qui sont drivées par des directives, par des historiques européens, des historiques de politique publique, mais on le voit bien aujourd'hui, il y a un très fort intérêt à ce qu'on observe les thématiques, elles apparaissent au fur et à mesure de l'observation. Et ça, c'est des projets comme ceux-là
les feront remonter. Ces idées-là, elles naissent pas dans des bureaux, elles naissent sur le terrain en apparaissant petit à petit. Et c'est pour ça qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est là, on a bien vu en 1 heure et demie la densité d'idées qui apparaissent et qui se croisent, hein, parce que finalement, il y a des motifs de réflexion qu'on va retrouver d'un sujet à un autre. La question, c'est de pérenniser ce genre d'approche, cette mobilisation et cette participation. Comment demain, nos SI vont pouvoir appuyer ça sur un terme un petit peu plus long? Parce que finalement, l'idée et la motivation, elle vient du public, des différents publics. Alors, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes qui rentre en fait dans le timing pour se rejoindre enfin pour la conclusion qui va durer, elle, 10 minutes, qui sera en fait la suite de la conversation. Alors, ce que je veux dire par pause, c'est que moi, je vais aller écrire la petite conclusion. Vous pouvez continuer à discuter, il n'y a absolument aucun souci. Merci Alexandre. Merci. Merci. Moi, je voudrais juste dire que, Vincent, que moi aussi je suis chasseur, mais non, non, mais que l'idée des déchets plastiques en surface, c'est une idée que j'avais eue aussi. On pourrait utiliser l'image SAT ou les drones pour faire ça, et que de toute façon, je veux dire, on ne va pas réussir à résoudre tous les problèmes de la biodiversité et de l'environnement en une seule fois. Donc, l'ambition, c'est de réitérer cette expérience Hack for Nature l'année prochaine et peut-être, pourquoi pas, avoir un cycle déchets, en tout cas sur la détection par image SAT ou image drone, sur soit de la décharge illégale ou soit du déchet marin et du lieu de... Parce enfin, tu le sais justement, puisque tu as été chasseur, mais les déchets marins, c'est une question de courant. Et donc, effectivement, il y a des endroits où il y a des patchs incroyables. Et cette cartographie-là, on ne l'a pas. Donc, il faudrait pouvoir utiliser à la fois du participatif pour pouvoir calibrer ça et ensuite utiliser de l'image drone ou satellitaire pour identifier là où sont les patchs et peut-être coordonner les actions de récupération, ou en tout cas si c'est une solution, mais ça paraît encore assez complexe. Il y a un super projet qui s'appelle Le Grand Saphir à Marseille, je ne sais pas si tu connais, mais c'est des mecs géniaux qui ont fait un Marseille-Cassis de récupération du déchet marin en apnée, mais du coup, ils sont tombés sur un patch de déchets plastiques au large de Cassis qui était tellement gros qu'ils ne pouvaient plus. Ils ont passé la journée, ils sont pas arrivés à le résorber. Alors, je veux juste dire, parce qu'Olivier, je te connais, et je vais même le dire publiquement, sur l'ancrage, la pérennité du Hack for Nature, faut qu'on se réunisse effectivement pour voir comment on va faire perdurer cette dynamique, comme le disait Alexandre, et donc poser ce cadre-là ensemble pour qu'après des projets puissent venir. Mais voilà. En tout cas, si ce n'est pas apporté par le donut, ce sera Natural Solution. On fera un mérou grillé. Le donut n'a aucun problème à pourquoi porter pas le projet. un hippocampe alors hein. Les hippocampes grillés. J'avais une petite question pour Olivier et Patrick. Du coup, est-ce que vous avez déjà été en contact avec WildMe? Puisque effectivement, WildMe, ils ont vraiment l'air de faire tout à fait ce qu'on recherche. Ouais. Et j'ai vu qu'ils avaient des services payants et des services gratuits. En fait, ils mixent un peu tout, l'IA, ils mixent aussi le logiciel là, de reconnaissance épipolaire. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes déjà en contact avec eux? Eh ben, écoute, je suis hyper confus parce que j'avais une réunion vendredi soir à 18h et comme il y a un décalage horaire pas possible, je l'ai complètement raté. Ah. Voilà. Mais on va essayer tu sais, ils sont sur la côte Est, je crois. Donc, on va essayer de recaler ça. Ça serait bien qu'on y soit au moins tous les trois. Avec On voit, plaisir. parce qu'effectivement, il y a même un projet Mérou. Je ne sais pas si tu as vu sur leur truc. Oui, c'est pas un mérou. Mais, pas un mérou. mais ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble. Ouais. Je connaissais pas ce poisson. C'est un poisson des côtes californiennes, mais ouais. Et juste, tu peux me mettre le nom scientifique du mérou méditerranéen, parce que je voudrais essayer justement le Food Web, l'outil oui, Food bien Web. sûr. Merci. Alors, moi, sur cette question de WildMe, ça dépasse un peu mes compétences. Ce que j'ai compris de la réaction de Julien à ce qu'il a vu, c'est que pour une bonne part, les logiciels qui sont proposés ou utilisés ont le défaut de base que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est obligé
de travailler à la main sur chaque photo pour pouvoir au moins localiser le secteur sur lequel doit se faire la reconnaissance d'image. Donc, il y a apparemment dans la plupart des logiciels qu'ils ont, ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'ils ont travaillé sur une dimension intelligence artificielle qui va elle-même chercher les zones pertinentes? Là, je ne suis pas certain. Je crains un petit peu que comme c'est quelque chose de très pointu, ce soit quelque chose de payant. Oui, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je pense que c'est payant. Moi, de ce que j'ai compris de leur site, donc typiquement le poisson des côtes californiennes, dont j'ai oublié le nom, mais qui ressemble au mérou, et donc ils ont mis dans leur liste, ils ont effectivement utilisé ce logiciel où il faut mettre les 3 points, donc ça reste très manuel, donc c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas assez pratique. Mais pour d'autres espèces, je vois qu'ils utilisent l'IA, et clairement, ce qu'ils disent sur leur site, c'est que eux, ils vont mixer, ils peuvent mixer tout ça. Alors, c'est pour ça, je pense que ce serait intéressant quand même de leur parler pour savoir pourquoi, sur ce poisson-là, des côtes californiennes, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cet outil de reconnaissance épipolaire où il faut mettre les 3 points et pourquoi pas l'IA? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, oui, il faudrait pouvoir leur parler. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent mixer les deux. Par contre, j'ai bien compris aussi que si c'était une solution particulière, c'est payant. Hein. Après, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est que c'est un projet qui est très ancien, tu vois, qui a 10 ans ou 15 ans. Donc, il est possible aussi que l'IA n'ait pas été aussi… ça bouge très, très vite. Hein. J'ai eu une conversation avec, je ne sais plus qui, sur les arbres, qui me disait que pour eux, dans l'IA, 6 mois, c'était déjà un changement de génération, quoi. Ça va très vite. Donc, il est possible qu'ils n'aient pas le temps, qu'ils n'aient pas eu le temps de se mettre à la page. Ouais, il faudra en reparler de toute façon avec Julien. Ouais. Mais on va essayer d'avoir un rendez-vous avec eux, là, si vous voulez, si ça vous manque. Ce serait super, ouais. En guise de conclusion, avant de reprendre à 16h30 en plénière, moi, j'étais très étonné, en fait, hein, de la diversité des ateliers, des challenges qui ont été présentés. Alors, pas parce que finalement, on s'adressait à une gamme de politiques qui était très vaste, hein, la nuit, les villes vertes, l'agriculture, la mer, ça, on le savait déjà, hein, mais dans la manière dont on l'abordait. Hein. Finalement, c'est un hackathon, mais cet hackathon géant, il ne va pas qu'à penser la manière dont on code, dont on réécrit des codes et dont on réécrit des applicatifs. Finalement, l'applicatif, hein, c'est la manière qu'on a d'utiliser l'environnement et ça va beaucoup plus loin. Hein. On l'a vu dès le début, hein, cette idée de se dire on interagit à la fois sur la techno, mais pourquoi? Hein, à quoi va nous servir la donnée? C'est ça qui est vraiment important. Hein. Comment rendre accessibles les données, les technos qui existent et comment aller récupérer les infos les plus pertinentes pour changer les choses, hein, pour avoir des vrais leviers. On est vraiment dans cet appui aux politiques publiques important. Moi, il y a quand même, si on remonte un petit peu plus haut dans les différents ateliers, hein, il y a, étant très utilisateur d'images satellites, il y a cette idée de se dire croiser les images satellites avec d'autres sources d'informations comme du contributif. OpenStreetMap, mais pas seulement les routes, hein, typiquement les lampadaires, les orientations des lampadaires, moi je trouve ça hyper pertinent et tout à fait déclinable. Et là, on sent qu'il y a bien des nouveaux pans qui s'ouvrent en entier et qui bénéficieront à la fois à l'urbanisme, à l'écologie, à l'agriculture, à énormément de choses, parce que finalement, l'environnement, aujourd'hui, c'est ça. Hein, et il faut être hyper intégrateur. Alors, intégrateur aussi, le SIB, pour moi, est vraiment là-dedans, parce que finalement, on parlait de données, mais quand j'entends parler de méthodes de capture, marquage, recapture, ça ressemble aussi à des choses qu'on fait sur le terrestre ou dans des statistiques qu'on va utiliser pour suivre une autre forme de chasse, hein, qui est finalement la chasse sur Terre, comme on peut le faire sous la mer. Et ça, finalement, la proposition de ces méthodes, la déclinaison de ces méthodes, c'est aussi le SIB qui peut avoir des ressources scientifiques, des articles là-dessus, voilà, et qui peut aussi fédérer des projets. Alors, bien sûr, hein, on l'a vu aussi,
ces grands éléments fédérateurs, ils sont là en support d'une vraie volonté des différents publics, hein, qu'ils soient scientifiques, mais surtout citoyens, et puis gestionnaire local. Hein, finalement, ce projet pourrait aller, hein, avec, on l'a vu, My Local Cantine, jusqu'à toucher des strates très locales, hyper effectives, hein, en utilisant différentes sources d'infos. Voilà. Donc finalement, c'est une vraie expérience très vaste, hein, ce qu'on a vu aujourd'hui, autour de cette dynamique qui est virtuelle pour l'instant, hein, parce que bon, on est bien dans cette situation qu'on connaît tous, mais bon, on espère bien que, en tout cas pour la restitution, les choses se feront aussi en pratique. Donc la restitution en septembre, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, que ce sera à la hauteur de l'ambition, hein. Et puis, pour quelque chose finalement d'aussi concret, hein, pour des apports qu'on veut très concrets, qu'on a bien senti aujourd'hui, hein, les villes vertes, les choix du consommateur. Voilà, donc des données pour s'appuyer dessus, des technos pour rendre les choses possibles, mais hein, on est bien sur des moteurs qui sont très humains et qui questionnent la position de l'individu. Intelligence collective et open Une source intelligence à bloc. collective. Voilà. Voilà, donc on aurait encore virtuellement 3 minutes si vous voulez soit apporter peut-être une conclusion pour Hack4Nature, comme c'était finalement le gros projet, comment ça pourrait s'inscrire dans la durée, par exemple? Parce qu'on voit bien que là, on a 11 challenges qui sont présentés, mais vu la dimension de ce qu'on a proposé, il faudrait quasiment qu'il y ait une sorte de permanence quelque part de ces initiatives qui remontent, hein. On est 3 personnes pour l'instant, avec Olivier, Marianne et moi, à vraiment orchestrer les choses, mais il y a aussi Thomas Milon de l'UMS Patrinat et Pauline Asselin de la région Sud, avec qui on forme un comité technique, et je pense que c'est à nous 5 peut-être de réfléchir à tout ça, mais pourquoi pas effectivement après d'inviter tout le monde sur un autre temps d'intelligence collective pour déterminer comment ancrer la dynamique. Parce que c'est une très, très grosse organisation. On est très peu, en fait. On a peu de moyens. D'ailleurs, on en cherche encore. Et du coup, pour essayer de rendre ça digeste pour les gens qui travaillent, et puis si on n'est pas là, il y a vraiment besoin quand même d'être en support, de porter le cadre pour permettre aux participants. Donc voilà, ça, je pense que ça doit se réfléchir un petit peu avec le noyau initial. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier. Moi, je pense qu'en tant que Natural Solutions, l'expérience a été hyper enrichissante pour nous parce que ça nous permet d'aller sur des nouveaux sujets. Après, effectivement, on a quasiment au moins 2 équivalents temps plein à financer à ce niveau-là. Et puis, c'est quand même assez épuisant parce qu'intellectuellement, il faut changer de sujet assez souvent et qu'on a aussi un problème de… Alors, l'expérience du virtuel était quand même passionnante parce que ça nous permet d'atteindre des nouveaux… monter en gamme un petit peu en termes d'expertise, puisque sur un week-end, on n'aurait pas nécessairement réussi à motiver tous ces participants et des participants aussi experts. Donc finalement, moi, je trouve que l'expérience virtuelle a été assez riche, mais il faut vraiment aller motiver les porteurs de challenge et potentiellement créer aussi, constituer des groupes qui soient dynamiques et qui arrivent à… On a une réflexion à faire autour de cet écosystème contributif, autour des challenges et que les participants s'y retrouvent et soient dans une logique de contribution. Mais en tout cas, pour nous, c'est une expérience qu'on veut continuer à mener si tant est qu'on trouve des financements pour l'année prochaine, quoi. Voilà. Je vais terminer, si ça ne vous dérange pas, avec un tout dernier mot pour vous remercier tout d'abord les gens qui nous ont écoutés et également les participants du hackathon qui étaient là aujourd'hui, qui ont été présents au cas où pour répondre à vos questions, même si on n'a pas eu l'occasion de tous les entendre. Mais je tiens quand même à tous les remercier et également à vous tous. Et voilà. Bonne Marianne. Et donc, on arrive… Oui. N'hésitez pas à vous inscrire sur Hack4Nature si vous voulez participer à la suite. Voilà.
Voilà, donc en plus, on a récupéré plein de ressources différentes vers plein d'acteurs du numérique et de l'écologie, ressources très utiles. Merci à tous pour participer non seulement à ce séminaire, mais aussi au jour le jour dans votre investissement professionnel pour la biodiversité et pour CSI, pour l'information de chacun. Donc rendez-vous en séance plénière et puis merci encore. Merci à tous.